Source de conflit entre l'État et les syndicats des médecins, le tiers payant généralisé est loin de faire l'unanimité. Alors, on a beaucoup parlé des contraintes techniques, c'est-à-dire que, notamment quand il y avait justement la part complémentaire et la part obligatoire, qui sont d'avoir la certitude des droits ouverts du patient, donc il faut que la carte vitale soit à jour, il faut avoir la solution logicielle qui soit fonctionnelle, transmettre, et ensuite s'assurer qu'on reçoit bien ce qui nous est dû. Donc ça, c'est tout l'aspect recouvrement. Donc là, effectivement, on sait par l'expérience des tiers payants qui sont réalisés notamment par exemple dans les cabinets de radiologie, on estime que pour 4 praticiens, c'est un équivalent temps plein simplement pour la gestion du tiers payant. Donc ça, c'est la contrainte à la fois économique et organisationnelle de la généralisation du tiers payant en termes de surcoût dans la pratique des médecins, dont on rappellera quand même la constance absolue des tarifs de prise en charge par l'assurance maladie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui paraît beaucoup plus fondamental, c'est qu'on est sur une atteinte directe d'un des piliers de la relation de soins, et notamment de la médecine libérale telle qu'elle est définie depuis les années 30 et même avant, c'est-à-dire qu'on repose sur une relation directe entre un patient et un médecin qu'il a librement choisi, en qui il accorde sa confiance, dans une relation mutuelle de confiance, et que l'acte de rémunération, ce qui s'appelle réellement l'honoraire du service rendu par le praticien, est une relation également directe qui s'intègre dans cette relation de soins. Or là, on est en train de faire intervenir un tiers dans cette relation de soins. Alors là, ça pose beaucoup de questions, notamment par rapport au contrôle éventuel du financeur sur les pratiques des médecins. Et en l'occurrence, c'est une des grosses inquiétudes que l'on a vis-à-vis des assureurs complémentaires, mais aussi vis-à-vis de l'assurance maladie. Vous n'êtes pas sans ignorer les débats et les tensions qu'il peut y avoir entre la profession médicale et l'assurance maladie sur les prescriptions de Crestor, sur les indemnités journalières et j'en passe, quoi. Refus de télétransmission ou boycott des réunions avec l'assurance maladie, les relations entre les médecins et celles-ci sont toujours très tendues. On est clairement contre. À partir du moment où on définit la généralisation du tiers payant comme cette altération de la relation de soins, avec l'ingérence, ou en tout cas l'introduction du financeur dans cette relation de soins, ou au moins dans une partie, même un peu plus grande que le seul aspect financier, puisqu'il y a le contrôle des pratiques qui commencent à être de plus en plus importantes, on est clairement contre. Parce que là, on va se retrouver dans une situation où quelle sera la confiance que pourra accorder un patient vis-à-vis du médecin qu'il aura choisi s'il sait que la rémunération de ce même médecin pourrait être conditionnée, ne serait-ce que dans les délais, en fonction de ses prescriptions et de ses choix de prescription. Il faut savoir quand même que dans la généralisation du tiers payant, outre l'aspect purement médical et de l'opposition exprimée par la profession médicale, il y a les contraintes qui sont fixées pour les patients. La première d'entre elles, c'est par exemple d'accepter systématiquement la substitution par des médicaments génériques quand ils existent. Le prélèvement systématique directement sur leur compte courant des franchises, etc., etc. D'avoir un médecin référent déclaré à l'assurance maladie et de respecter le parcours de soins. Donc ne pas avoir d'accès, de refuser tout accès direct ou généraliste. Bon, ça, c'est des accords qui relèvent du conventionnel depuis quelques années, mais là, c'est renforcé très clairement sous un angle financier, avec un bâton financier clairement exprimé, tant vis-à-vis du patient que vis-à-vis du professionnel, qui lui peut très bien se voir, à partir du moment où, par exemple, l'assurance maladie estime qu'elle a trop versé à un praticien, ou bien que le praticien est redevable d'une somme parce que des prescriptions ne rentrent pas dans le cadre des objectifs de santé publique, etc. L'assurance maladie peut directement prélever sur les sommes à devoir à ce praticien les sommes qu'elle s'estime dues. Donc là, ça pose aussi un autre souci. Moi, je cite un exemple typique sur ce tiers payant. Il m'arrive de faire de la consultation avancée, c'est-à-dire que je vais faire une consultation à 1 heure de route de mon lieu d'exercice. Bon, c'est une zone qui est l'une des plus pauvres en termes de démographie médicale et d'offres de soins. J'y vais une matinée par semaine. Je partage le bureau avec d'autres praticiens, etc. Il n'empêche qu'on n'a pas de quoi télétransmettre. Donc maintenant que le tiers payant serait obligatoire, ça veut dire quoi? J'arrête de consulter? Ou alors il faut que je réinvestisse pour pouvoir faire le tiers payant sur ce lieu secondaire d'exercice où je ne fais que de la consultation, donc à mes frais, où je le fais au même tarif que sur mon lieu principal d'exercice, alors que j'en assume les frais de déplacement, etc. Et que je fais faire, de facto, un certain nombre d'économies à la même assurance maladie par rapport au déplacement des patients. Donc c'est là
où il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas aller. Et la généralisation, vouloir absolument généraliser une solution qui est naturellement, alors qui est d'abord clairement définie pour les plus démunis, qui est ensuite naturellement mise en œuvre par l'ensemble des médecins, simplement dans la relation de soins, dans l'appréciation qu'on peut avoir de la situation sociale et financière du patient qu'on a en face de soi, à force de vouloir généraliser de manière administrative, contrôlable, autoritaire, avec sanctions à l'appui, parce que c'est ça qui va venir très rapidement derrière, eh ben, on se retrouve à complètement scléroser un système qui va avoir des effets secondaires qui seront extrêmement néfastes, à mon sens, surtout sur nos territoires, sur l'offre de soins, notamment dans les zones les plus paupérisées. Simplement pour des raisons comme ça. Simplement pour des raisons comme ça. Alors on peut revenir aussi sur les origines de cette généralisation du tiers payant. C'est quand même une mesure emblématique sur le plan politique, mais in fine, ça va servir à qui? Ça ne va pas servir aux plus démunis, ils ont déjà le tiers payant. Et quand on regarde les rapports officiels sur les bénéficiaires de la CMU, de la CMUC et de la CS, on s'aperçoit que de toute façon, il y a une part incompressible de l'ordre de 5% qui déclarent renoncer aux frais médicaux, je dis bien médicaux, donc j'écarte tout ce qui est optique et dentaire, pour des raisons financières. D'après les médecins, l'assurance maladie n'aurait aucun avantage à mettre en place le tiers payant généralisé, d'autant qu'il n'entraînerait aucune économie. L'assurance maladie, jusqu'au débat sur la loi santé, s'était toujours exprimé contre une généralisation du tiers payant. Toujours. Voulant garder sous une forme de responsabilisation. Parce que ça, c'est un argument que moi, je n'aime pas employer, parce que je pense quand même que tout patient, par principe, est responsable. Mais c'était aussi l'arrière-pensée économique de dire à partir du moment où il y a un acte où on est confronté au coût de la prestation qu'on a sollicitée, il y a une forme de responsabilisation. Bon. Donc il n'y a, à mon sens, aucun intérêt pour l'assurance maladie, qui d'ailleurs se retrouve de facto responsable des délais de paiement. Ça a été même annoncé avant même que le Conseil constitutionnel n'intervienne, où il a été dit par la ministre de la Santé que s'il y avait un retard de paiement jugé déraisonnable, elle avait cité 7 jours, il y aurait des pénalités de retard de paiement pour l'assurance maladie. Alors, si l'assurance maladie est à l'agonie, on le sait tous, on lui rajoute une charge supplémentaire, notamment financière, sous forme de sanctions. On peut comprendre aussi qu'un bug informatique puisse retarder un paiement, et qu'à partir de là, ce n'est pas forcément non plus la responsabilité de l'assurance maladie. Enfin, au bout d'un moment, ça devient extrêmement curieux. Par contre, là où on voyait, nous, une menace assez claire, et de toute façon la menace n'est pas écartée, c'est par rapport à l'assureur complémentaire, parce que je ne vois pas comment, dans le cadre d'un dispositif généralisé et intégral, c'est-à-dire obligatoire et complémentaire, de la dispense d'avance de frais, comment on pouvait faire la facturation auprès de la part complémentaire sans la justifier en donnant l'acte, donc des données de santé. Et je pense qu'il y a peut-être de ce côté-là certaines volontés d'avoir accès à des données de santé qui ne sont pas accès, qui n'est pas prévu par la loi à l'heure actuelle, et encore moins dans le cadre d'une activité notamment mutualiste, puisqu'il n'y a pas de questionnaire d'entrée, etc., etc. Donc il y a probablement un enjeu sur les données de santé, moi j'en suis à titre personnel intimement convaincu, avec une volonté de vouloir contrôler les pratiques, les parcours des patients, donc là il y a une atteinte à la liberté de choix, et puis de pouvoir éventuellement calibrer ensuite un certain nombre de contrats dans certaines conditions en fonction des dépenses de santé induites par un tel ou un tel. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.